Il y a un trou qui mène à une grotte sombre. Dans cet endroit, un jeune homme mange des parties du cadavre d'une bête monstrueuse géante qui est retenue par des chaînes. Il mâche tout ce qu'il peut mettre dans sa bouche, désespéré de survivre. Il prend une grande bouchée. Il mâche. À la fin, il régurgite. Ce jeune homme est Alto, et il déclare qu'il survivra à sa situation difficile. Il y a un puits. Il y a quelques jours, Alto est tombé de ce puits. Après une longue chute, il a atterri. Il pouvait à peine bouger. Il a essayé de ramper. Il s'est alors rendu compte que sa jambe droite était cassée. La douleur était si intense qu'il a tenu sa jambe en position fétale. Il a essayé de ramper davantage. Il a ensuite cédé, voyant que sa situation était tout simplement trop difficile. Il s'est plaint d'avoir essayé tant de fois de remonter, pour finalement échouer. Il se demandait si le chef du village et les autres connaissaient le puits. Il pensait qu'il valait au moins mieux mourir plutôt que de continuer à se faire intimider par un jeune homme nommé Gora. À l'extérieur du puits, c'est la nuit. Près du puits se trouve un arbre géant imposant rempli de pierres tombales et enveloppé de cordes pour sceller tout mal surnaturel à l'intérieur. Gora et ses amis sont près de l'arbre. Un des hommes de Gora craint que le village ne découvre qu'il se trouve actuellement dans une zone interdite. Gora insiste pour qu'il reste jusqu'à ce qu'Alto remonte pour qu'il puisse le battre davantage. Les autres essaient de le convaincre qu'il devrait partir avant que le village ne découvre où ils sont. Gora accuse le plaignant d'être un lâche. Ils décident qu'ils vont descendre dans le puits pour atteindre Alto. Ils donnent des coups de pied aux pierres tombales près de l'arbre. Il continue de le faire, ne montrant aucun respect pour les sots. Un de ses amis craint qu'il ne dérange les monstres censés se trouver dans le puits. Un corbeau qui brille d'une aura rouge étrange sort de l'arbre. Ils craignent la signification de ce présage, puis plusieurs de ces corbeaux brillants sortent pour les attaquer. Ils courent en pensant que ces corbeaux sont des monstres. Les corbeaux ne cessent pas de les attaquer. Gora pense qu'il a peut-être brisé le seau. Pendant ce temps, ailleurs, une jeune femme s'inquiète pour Alto. Sous le puits, Alto a déjà faim. Sa main gauche touche quelque chose. Il se demande ce que c'est. Il voit un jeune géant avec des dents pointues et une longue langue. Il regarde de près. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il réalise enfin qu'il est en danger. La bête monstrueuse qui est enveloppée dans des chaînes peut sentir le rythme cardiaque d'Alto. Le monstre rugit sur Alto. Il lui dit télépathiquement de ne pas avoir peur car ils ne lui feront pas de mal. Ils lui disent que les humains les ont attaqués et les ont enveloppés dans des chaînes. Alto saisit une pierre. Il la jette sur le corps du monstre pour voir s'il bougera à nouveau. Le monstre reste sans vie. Alto pense qu'il a peut-être juste imaginé qu'il était vivant. 10 jours plus tard, Alto a observé que le monstre ne bouge toujours pas et a pensé qu'il devait être mort. Il croit qu'il partagera le même sort puisqu'il n'y a ni nourriture ni eau. Il se souvient alors de son ami d'enfance, Mai, et l'imagine heureuse de le voir. Il se souvient que lorsqu'il était petit garçon, il se faisait constamment battre parce qu'il était orphelin. Même alors, Mai était celle qui prenait soin de ses blessures. Ils ont grandi heureux ensemble. Son nom est ce à quoi il continue de penser. Il se souvient de la femme lui disant qu'elle sera toujours à ses côtés, qu'ils seront ensemble pour toujours. C'est comme si la chute dans le trou n'était qu'un obstacle le séparant d'elle. Il saisit une pierre et se dit qu'il ne mourra pas. Il frappe le corps du monstre avec la pierre. Du sang commence à gicler sur son visage. Il sait que sans lui, Mai a des problèmes avec les hommes de Gore et qu'il doit être vivant pour la protéger. Alors qu'il mange la chair du monstre, il déclare qu'il survivra, que Gore n'aura pas ce qu'il veut. Après un certain temps, il s'est habitué au goût. Alto ressent alors une douleur en lui. Il crie alors qu'une aura sombre l'enveloppe. Son corps se mutile. Il est submergé par la puissance qui s'enroule autour de son corps. C'est comme si cela le mangeait tout entier. De la fumée remplit le trou. Il est révélé qu'il s'est transformé pour avoir des traits démoniaques, comme une peau noire semblable à une armure sur certaines parties de son corps et des cornes noires sur sa tête. Il lève les yeux vers la lumière de la surface. Il saute vers elle. Il atteint le sommet. Comme si c'était un saut facile, il marche sur le sol de la surface pour la première fois. Son corps se transforme alors à nouveau en forme humaine, et il est heureux d'être en vie. Il peut encore sentir le monstre en lui et ne peut pas croire qu'il ne rêve pas. Il se demande si c'est parce qu'il a mangé le corps du monstre. Il se demande s'il est lui-même devenu un monstre. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un homme qui a vu sa forme démoniaque depuis les arbres. Ce vieil homme pense qu'Alto est un monstre. Il se dépêche de le dire au chef du village dès que possible. Pendant ce temps, Alto marche lorsqu'un papillon sort soudainement de lui. Il essaie de se dire qu'il a dû avaler quelque chose avant. Soudain, des ailes de papillon géantes poussent sur son dos. Elles battent, l'envoyant dans les airs sans son contrôle. Il s'agrippe à un arbre voisin pour s'arrêter. Il attend. Finalement, les ailes disparaissent, et il est laissé épuisé allongé sur le sol. Il y a des centaines d'années, les humains et les monstres vivaient ensemble en guerre. Des humains dotés de puissantes capacités sont apparus un jour pour perturber l'équilibre entre les espèces. Ces êtres ont tué de nombreux monstres et les ont chassés en dehors du territoire humain. Les plus puissants de ces monstres, connus sous le nom de Magiri, ont été scellés. L'organisation secrète de guerriers connue sous le nom de Seogeno a scellé l'un des Magiri les plus puissants. Après quoi, ces guerriers se sont cachés. L'humanité a gagné des centaines d'années de paix grâce à leurs actions, mais le monstre n'a jamais vraiment disparu. À présent, au village de Morose, Mai attend patiemment le retour d'Alto.
Il s'inquiète car cela fait déjà des jours qu'il a disparu. Elle exhorte le chef du village à envoyer des gens à sa recherche. Le chef lui dit qu'il n'y a rien qu'il puisse faire. Elle quitte le bureau du chef déçu, mais regarde derrière elle. Elle voit qu'Alto est revenu et qu'il a l'air sale et épuisé. La jeune fille se précipite vers lui. Elle l'embrasse et lui dit qu'elle se sent soulagée qu'il soit vivant. Le gars se sent coupable d'avoir inquiété mais il lui dit qu'il a une surprise. Il montre qu'il a ramené un lapin avec lui, mais crie soudainement à Alto de faire attention. L'homme regarde en arrière, alerte. Il se fait soudain prendre dans un filet et est soulevé. Gora et son équipe apparaissent pour voir s'ils l'ont attrapé. Gora commande sarcastiquement qu'il est heureux de voir Alto. Il le félicite d'être assez courageux pour revenir auprès de sa fille. Mais il le supplie de laisser partir Alto. Le tyran lui demande pourquoi il aime autant Alto alors qu'il n'est qu'un orphelin. Il la force contre son corps et exige qu'elle vienne avec lui à la place. Leto se met en colère et ses yeux deviennent rouges. Il se transforme en sa forme démoniaque et se libère du filet. Il ressent tellement de rage qu'il se fiche que tout le monde découvre sa nouvelle forme. Les hommes de Gore ont peur. Ils courent, laissant Gore et Mei derrière. Alto se précipite vers Gore à la vitesse de l'éclair. Il atteint le tyran en un instant. Il l'épingle au sol et transforme son bras en une lame pour le poignarder. Gore, en pleurs, implore sa clémence. Alto se moque de la façon dont il implore pour sa vie alors qu'il n'a fait que le tourmenter. Mei dit à Alto d'arrêter. L'homme réalise à quoi il ressemble devant Alto, descend de Gora, puis se transforme à nouveau en sa forme humaine. Gora se relève, puis s'enfuit. Alto essaie de parler à Mei. Cependant, l'homme ne trouve pas les mots. Il lui dit qu'il veut juste être avec elle, mais la femme le rejette. Alto devient triste. Il la quitte en se plaignant parce que la fille de ses rêves le voit comme un monstre. Des gens avec des fourches et des lances apparaissent. Il se précipite pour atteindre Alto au moment où il s'apprête à partir. Certaines de ces personnes maîtrisent. Mais, le chef du village, a mené l'attaque. Il dit aux jeunes hommes qu'ils ne peuvent pas le laisser partir puisqu'il est maintenant un monstre. Ils pointent leurs armes sur Alto. Alto serre sa main. Il demande aux villageois avec fureur s'ils ont l'intention de l'emprisonner comme le monstre qu'il a trouvé dans le puits. Le chef lui dit que le monstre qu'il a vu dans la zone restreinte était un major connu sous le nom de Kamiku. Il dit qu'en tant que groupe Konyo, il est de leur responsabilité de sceller les monstres comme lui. Alto se transforme en sa transformation de démon, prêt à se battre contre l'injustice d'être emprisonné alors qu'il n'a rien fait de mal. Makra le voyant si troublé. Le chef continue d'ordonner à ses hommes de le capturer. Des gardes en armure apparaissent. Il dévoile l'épée du plafond, un pieu métallique géant avec des chaînes enroulées autour. Un son peut être entendu depuis les bois. Un villageois est alerté par celui-ci. Il voit que de multiples monstres géants d'apparence différente entrent dans leur village. Ils deviennent chaotiques alors qu'ils s'enfuient. Beaucoup se font manger par eux. Les villageois savent que les serviteurs n'apparaissent qu'une fois Kamiku ressuscité, ils réalisent donc qu'Alto est devenu le major. Un vieil homme est sur le point d'être mangé par un monstre. Alto vient à son secours. Il tranche la tête du monstre avec une épée d'énergie. Le vieil homme est choqué par ses actions. Alto continue ensuite à tuer plusieurs serviteurs. Alors qu'il termine son combo, il prend une position de combat pour se préparer à son prochain mouvement. Mais il voit qu'il y a tellement de gens allongés sur le sol. À son insu, quelque chose est derrière elle. Elle voit qu'un monstre loup géant est sur le point de la mordre. Alto le tue avant qu'il ne puisse le faire. Il protège ensuite la jeune fille du monstre. L'homme lui dit qu'il la protégera quoi qu'il arrive. Le vieil homme qu'Alto a sauvé auparavant commence à voir qu'il est toujours humain. Il est figé à la pensée qu'il pourrait avoir tort à son sujet. Le chef le sort de ses pensées. Ils se tiennent ensemble avec leurs épées pour combattre les monstres. Le chef dit à l'homme d'évacuer les villageois pendant qu'il les couvre. Le vieil homme dit à certains des gardes de venir avec lui. Pendant ce temps, le chef ordonne aux autres de rester avec lui pour soutenir ceux qui évacuent. Il rassemble les troupes pour charger vers les serviteurs. Pendant ce temps, Alto demande à Mei de venir avec lui. Il se sent coupable de s'échapper avec Mei pendant que les autres se battent encore. Un monstre pieuvre géant plus gros que les autres entre dans le champ. Les gardes du village sont submergés par ses tentacules. Certains des tentacules pénètrent à travers le corps des hommes. Le chef leur ordonne d'arrêter la pieuvre par tous les moyens nécessaires. Certains tentacules se rapprochent du chef. Il s'avère que le chef a vu les tentacules arriver et les a tranchés avec son épée avant qu'il ne puisse l'atteindre. Il en manque un. Il pénètre par son dos à travers sa poitrine. Les villageois peuvent dire que c'est fini pour eux. Alta se précipite vers le monstre pieuvre. Il est si rapide que les gardes ne le voient pas les traverser. Il combat le monstre de front. Il rassemble sa vitesse. Sa course détruit plusieurs de ses tentacules. L'impact de son attaque est si fort qu'il y a une énorme explosion. Le sang pleut sur Alto. La pieuvre tombe et le chef survit. Mais appelle Alto. Les gardes sont confus de savoir pourquoi l'homme qu'ils ont appelé un monstre les a sauvés. Le chef lui demande pourquoi il a fait ça. Alto nie qu'il l'ait fait pour eux et leur dit qu'il ne faisait que protéger Mei. Le vieil homme tente d'évacuer tout le monde avant que d'autres monstres n'arrivent. Alto demande à Mei de venir avec lui. Les villageois continuent leur retraite. Un enfant trébuche en marchant. Il est à terre et pleure. Mei se précipite vers le garçon pour l'aider. Alors qu'elle l'aide à se relever, un nouveau monstre s'approche d'elle. Mei réalise ce qui se trouve derrière elle. Elle est blessée par le monstre volant. Alto la voit tomber.
Il se sent impuissant. Ce sentiment d'impuissance se transforme en colère. Son corps brille d'énergie dans sa fureur. La femme est à terre, à 2 doigts de la mort. Alto détruit le monstre à une vitesse fulgurante. Puis il court vers Mei. Il la tient dans ses bras et la supplie de ne pas le quitter. La femme dit qu'elle n'a plus longtemps à vivre. Elle touche son visage avec tendresse. Elle s'excuse ensuite de ne pas avoir pu l'accepter auparavant. En se tenant la main, Mei lui dit qu'il ne peut finalement pas rester à ses côtés. Puis ses yeux se ferment. L'homme crie le nom de Mei dans l'agonie. La douleur est accablante. Une puissante énergie jaillit de lui alors qu'il crie. Les gens commencent à s'inquiéter pour leur sécurité face à lui. Alto regarde les gardes. Un garde le craint. Il ressent soudainement de la douleur. Il s'avère qu'Alto a déjà la main sur sa gorge et l'étrangle. Le chef lui demande d'arrêter. Le chef essaie de convaincre Alto d'arrêter d'étrangler l'homme, car Mei ne voudrait pas qu'il le fasse. Alto écoute tout en continuant d'étrangler l'homme. Il le lâche, le laissant enfin respirer alors qu'il est à terre. La principale raison pour laquelle ils ont essayé de capturer Alto est qu'ils pensaient qu'il avait perdu son humanité. Alto porte le corps de Mei dans ses bras. Il s'excuse de ne pas avoir pu la protéger. Il dit au chef de ne pas s'inquiéter, car il n'a pas l'intention de se venger. Le chef veut tout lui dire ce qu'il sait. Il explique que tous les monstres sont issus d'une source puissante qu'il appelle le progéniteur, et que les suivants dans la hiérarchie sont les Majiri qui peuvent invoquer des sbires. Par le passé, des héros ont travaillé ensemble pour vaincre et sceller nombre de ces êtres. Il y avait 16 Majiri scellés par les Konyo, et que Kamiku, le 8e Majiri classé, avait la capacité d'absorber la puissance de ceux qu'il consommait. Il explique que comme leurs ancêtres n'ont pas pu détruire Kamiku, ils l'ont scellé dans le puits à la place, et que les descendants de la lignée des Kogno ont gardé le puits depuis. Finalement, le village de Moros s'est formé. Le chef s'excuse de l'avoir maltraité Alta et promet qu'aucun villageois n'essaiera de le sceller. Cependant, il l'avertit que d'autres organisations continueront à le traquer. Il dit qu'il a le choix de marcher seul et de se couper de l'humanité. Alta le remercie pour ses conseils, mais dit qu'il choisit la voie de l'être humain pour tenir sa promesse à Mei. Le chef lui demande de l'écouter avant de partir. Il lui dit qu'il y a un moyen pour lui de redevenir humain. Un peu plus tard, Alto se tient près de la tombe de Mei et lui parle de la façon dont Gore l'a harcelé depuis son enfance. Il lui dit qu'il attend toujours avec impatience le lendemain grâce à elle. Il se transforme ensuite en sa forme démoniaque et traverse les bois pour retrouver son humanité. Il dit à Mei que les livres du village lui ont appris un moyen de le faire, mais que les détails ont été perdus au fil du temps. Maintenant, il se dirige vers le sud-est où résident les Konyo pour chercher des indices. Il veut faire attention pour que les Konyo ne découvrent pas ce qu'il est et ne le tuent pas. Ailleurs dans les bois, un vol d'oiseaux s'envole des arbres. Un monstre visqueux à l'apparence humanoïde noire court à travers la forêt. Un guerrier s'approche de lui avec des épées. Le monstre le voit. L'homme réussit à frapper la créature. L'impact le fait voler et glisser sur le sol. La créature se relève. L'équipe de guerriers se prépare à attaquer. Les gens ont tellement mal qu'ils se tiennent les oreilles. Un portail s'ouvre près du monstre, lui donnant l'occasion de s'échapper. Il est sur le point de disparaître à travers. Le chef de l'équipe, le capitaine Tyrionus, apparaît et utilise son pouvoir spirituel pour invoquer des fils rouges de lumière. Les autres sont libérés pour voir leur capitaine en action. Tyrion se concentre sur la liaison de la créature. Il forme ses entraves. Il projette ensuite ses fils vers le monstre. Il s'attache à la créature. Le monstre est soulevé par les fils avant de pouvoir entrer dans le portail. Cependant, le monstre entre toujours lentement. Tyrionus est choqué qu'il réussisse encore. Il entre avec succès, puis le portail disparaît. Tyrionus devient silencieux. Son compagnon, Andu, est tout aussi déçu. Les hommes réalisent à quel point l'évasion du monstre a été importante, étant donné qu'il a même échappé à leur capitaine. Tyrion dit à ses hommes de ne pas se décourager. Il dit que même si le monstre nommé Cocus est échappé, il était toujours blessé et qu'ils doivent se concentrer sur la découverte de la façon dont le portail s'est ouvert. Tyrion rappelle à son équipe que ces cordes cramoisies sentent la présence des monstres et qu'ils doivent les utiliser pour repérer les sbires. Il ordonne à ses 3 commandants, Andu, Shewal et Birga, de diriger leurs propres équipes pour traquer les sbires. Andu veut poser une question. Tyrion l'encourage à parler. Andu se demande ce qu'il va faire. Tyrion lui dit qu'il retournera à la ville du château de Néouin avec sa propre mission personnelle. On voit le château de Néouin, une ville construite en briques, et elle semble plus moderne que le village d'Alto. Alto se promène dans la ville à la recherche des escadrons de Tyrion pour les rejoindre, car c'est une force importante au sein des Konyo. Il croise des gens qui marchent, parlant de la paix de la ville grâce à l'escouade de Tyrius. L'un d'eux commente que Tyrius est le plus fort. En entendant cette affirmation, Alta veut se renseigner davantage sur Kog. Partout où il va, les gens ne cessent de louer Tyrius pour son leadership et sa puissance. Cela inquiète Alta de savoir si le capitaine bien-aimé a la capacité de savoir qui il est vraiment. Un passant voit Alta passer et le traite de rustre. Il essaie d'ignorer le tyran, mais l'homme le pousse. Le tyran lui dit que quelqu'un comme lui n'a pas sa place dans la ville digne du château de Néouin. Certains voient ce qui se passe et disent au tyran d'arrêter. Le tyran leur dit de dégager de son chemin. Pendant que le tyran et ceux qui interviennent sont occupés à discuter, Alta s'en va. Les aides le voient partir et essaient d'oublier ce qui vient de se passer.
Pendant ce temps, Alto se dirige vers une ruelle sombre. Il a faim, et il craint que cela ne signifie qu'il perdra le contrôle et commencera à faire des ravages. Il essaie de se calmer avant de décider de retourner à l'air libre. Au-dessus de lui, un petit garçon est attaché à une toile et traqué par une araignée monstrueuse géante. Le garçon qui le voit crie à l'aide. Alto le remarque enfin. L'araignée se rapproche du garçon. Alto saute. Il utilise son genou pour attaquer l'araignée. Il attrape le garçon. Il atterrit par terre en le portant dans ses bras. Il voit que le garçon s'est évanoui de peur. Il se demande pourquoi il y a un monstre au milieu de la ville. Son attention se porte sur l'odeur du garçon. Il se transforme lentement en sa forme plus démoniaque en réalisant qu'il ne peut plus contrôler sa faim. Pendant ce temps, Tyrion empêche un garçon d'entrer dans la ruelle sombre. Le garçon est heureux de voir que le célèbre capitaine s'est approché de lui. Tyrion lui demande pourquoi il allait entrer dans la ruelle. Le garçon montre la fumée étrange qui en émane. Tyrion lui dit de rester loin de la ruelle pendant qu'il enquête. Le garçon essaie de partir. Il s'arrête à mi-chemin pour demander si cela fait partie de la mission de Tyrion. Le capitaine le divertit et lui dit que c'est une mission top secrète qu'il ne doit signaler à personne. Le garçon salue fièrement et dit qu'il restera silencieux. Tyrion met un tissu sur sa bouche, puis il entre dans la ruelle en fumée. Plus tard, la lumière du soleil entre par une fenêtre d'une pièce. Il s'avère qu'Alto dort sur un lit, pris en charge par une famille composée d'une mère, d'un père et d'un fils. Alto se réveille. La famille voit cela et se prépare à appeler quelqu'un nommé Mena. Alto les assure que même s'il se sent ébloui, il va bien. La porte s'ouvre. Le père revient avec Mena. Mena se révèle être une femme au regard sévère avec des cheveux violets et des lunettes. Elle veut se rapprocher d'Alto pour en savoir plus sur son état, mais l'homme veut d'abord demander ce qui se passe. Mena dit à Alto qu'il s'est effondré à cause de sports toxiques après avoir aidé l'enfant de la famille dans la ruelle, mais que Tyrion l'a trouvé. La mère lui dit qu'il était le dernier à se réveiller parmi ceux qui ont été affectés par les sports et qu'elle est heureuse de le voir aller bien. Man demande à le consulter. Elle regarde attentivement ses pupilles et constate qu'il n'y a aucun problème à ses yeux. Elle lui touche le poignet et observe qu'il n'y a pas d'anomalie à son pouls. Elle lui tape dans le dos et constate que sa respiration est normale. Mena lui enlève ensuite sa couverture. Alto réalise qu'elle est trop familière et rougit en lui demandant de s'arrêter. Mena dit qu'elle essayait juste d'aider mais s'arrête. Tyrion entre en demandant des nouvelles d'Alto. Il dit à Mena de leur laisser, à lui et à Alto, de l'intimité pour qu'ils puissent parler. Alto devient tendu maintenant qu'il est en face du célèbre capitaine. Mena et l'enfant détournent le regard pendant que les deux se préparent à parler. Tyrion prend place. Il dit à Alto de ne pas être nerveux et de se détendre. Alto demande ce qu'il veut de lui, craignant qu'il ne soupçonne sa véritable identité. Tyrion lui demande s'il a vu des monstres sur les lieux. Alto répond qu'il n'en a pas vu. Tyrion s'inquiète car il ne devrait pas y avoir de monstres dans la ville. S'il y en avait un dans la ruelle, il craint que quelqu'un ne l'ait appelé pour qu'il soit là. Alto ressent un soulagement que l'homme n'ait rien vu. Tyrion redemande s'il a vu un monstre. Il répond qu'il n'a vu que l'enfant se faire attaquer, mais qu'il n'a pas pu mettre le doigt dessus. Alto observe la réaction de Tyrion pour voir s'il est suspect. Le capitaine lui dit qu'il doit partir car le test de sélection pour son escouade va commencer. Alto est intéressé par le test de sélection. Tyrion lui conseille de reconsidérer sa participation. Alto demande pourquoi. Le capitaine répond qu'il n'est pas fait pour ce travail. Il révèle qu'il sait qu'il vient du village de Moros et que les gens de là-bas n'étaient pas assez forts pour vaincre un monstre relativement faible. Alto voit qu'il ne sait toujours pas que Kamiku est mort. Tyrion l'encourage à retourner dans sa ville natale au lieu de postuler pour son escouade. Alto y réfléchit. Cela lui rappelle qu'il ne peut pas retourner car il n'y a pas de place pour un monstre comme lui. Cela le rend déterminé à rejoindre l'escouade car cela lui donnera plus de chances de découvrir comment redevenir humain. Plus tard, le lieu de sélection se révèle être un grand arène. L'endroit est bondé de ceux qui veulent rejoindre le quat, et beaucoup ont l'air costauds. Alta se sent dépassé par le nombre de personnes qui veulent se joindre. Il heurte quelqu'un qui passe. Il s'avère que c'est une femme aux cheveux verts. La femme le regarde avec des yeux froids comme si elle le méprisait. Tyrion monte sur scène pour se présenter et expliquer les règles du test de sélection. Il leur dit que les règles seront simples. Il dit qu'ils doivent participer à une bataille royale jusqu'à ce que seulement 200 d'entre eux réussissent. Il active une torche. Elle se transforme en feu d'artifice qui signale le début du test. Il déclare que le test a commencé. Les candidats commencent immédiatement à se battre. Alta s'inquiète du danger de l'environnement. Le candidat voit la fille aux cheveux verts. Il lui demande de faire équipe avec eux afin qu'ils puissent la protéger. La fille, Léon, ne répond pas. Elle révèle sa lance et leur demande pourquoi elle doit être protégée par des personnes plus faibles qu'elle. Elle commence à les attaquer, et ils sont sans défense contre elle. Un candidat nommé Kiraz observe tout le monde et commente à quel point tout est chaotique comme s'il était au-dessus de tout cela. Quelqu'un le voit et pense qu'il a l'air faible car il est si petit. Kira se met en colère d'être appelé petit. Il fait sonner son arbalète et devient fou en tirant des flèches sur tout le monde. Quelqu'un arrive derrière Alta pour le défier. L'homme est un type musclé qui lui dit qu'il n'a pas sa place dans la sélection. L'homme prend une position de combat malgré l'insistance d'Alta à ne pas se battre. L'homme musclé se précipite vers lui. Alta le regarde avec agacement. Il donne un coup de pied à l'homme comme s'il n'était rien.
Les suivants de l'homme musclé sont choqués. Ils voient leur mentor baigner dans sa bave tandis qu'il gît par terre. Alto dit aux autres de se jeter sur lui immédiatement s'ils veulent le maîtriser, que ce serait une perte de temps s'ils ne le faisaient pas. Cela effraie les autres à l'idée de l'affronter. Ils voient quelqu'un derrière Alto. Cet homme mystérieux attire l'attention d'Alto. Il se révèle être un géant d'homme, à l'air si dur, qu'il a la présence d'une statue de bronze. Alto lui dit d'attaquer. Il s'avère que l'homme ne veut pas et lui souhaite bonne chance avec ses ennemis. Ker observe Alto et est impressionné par lui. Ker a l'air si mal en point que son ami lui dit d'arrêter de se la jouer supérieure. Pendant ce temps, Alto est heureux de constater qu'il est plus fort que la plupart, même sous sa forme humaine. L'épreuve de sélection se termine quelques heures plus tard. Tyrion accueille tous ceux qui ont réussi. Il déclare l'épreuve terminée. Parmi les candidats admis, il y a Alto. Il se demande pourquoi le chef du village, chez lui a dit que les escouades du château de Néowyn étaient coriaces. Après avoir passé l'épreuve, il a l'impression que les choses se sont déroulées trop facilement. Tyrion ordonne à tout le monde de former des groupes de 10. Il les avertit que la force combinée de leur équipe sera le facteur déterminant de leur survie contre les monstres. Il avertit également ceux qui manquent de capacité de partir. Ker se présente à Alto. Il lui demande de faire équipe avec lui. Il révèle qu'il a déjà fait équipe avec Léon et d'autres personnes à l'air costaud. Alto réfléchit à la façon dont il pourrait être exposé s'il faisait équipe avec des individus compétents comme eux, mais que ce serait aussi le moyen le plus facile de réussir. Il accepte de faire équipe avec eux et serre la main de Kyra. Kyra est ravi maintenant qu'ils sont au complet et se concentre maintenant sur le nom qu'ils devraient donner à leur groupe. Il propose plusieurs noms qui les font paraître forts et imbattables. Mena surprend Kyra. Elle dit à l'équipe qu'elle est leur superviseur et qu'elle va les conduire à leur dortoir et leur faire une brève présentation de leur organisation. Elle les conduit à leur nouveau dortoir. Mena explique que, si l'escouade de Tyria réside au château de Néowyn, elle protège aussi les autres villes. Elle dit qu'ils participeront bientôt à leur mission de chasse et d'élimination de monstres. Cependant, ils n'auront aucune mission pendant un certain temps, ce qui rend le groupe impatient. Mena réfléchit à quelque chose d'important. Elle leur conseille de privilégier leur capacité de survie par-dessus tout. Elle leur montre leur dortoir et s'en va. L'équipe parle entre elles. Alto partage sa théorie selon laquelle l'avertissement de Mina de privilégier la survie a une signification cachée. L'on pense qu'ils sont peut-être en train de trop réfléchir. Une autre fille membre partage ses soupçons que l'épreuve n'est pas encore terminée. Elle pense que le dortoir pourrait être un piège. Cela met Alto et Lee en alerte. La fille qui partage cette théorie a peur d'entrer. Alto pense qu'ils doivent quand même entrer. Il dit à l'équipe en entrant qu'ils doivent avancer. L'on signale qu'il n'y a aucun problème au deuxième étage. Alto partage qu'il n'y a rien d'étrange au premier étage et dans le jardin non plus. Ker rapporte qu'il a utilisé un outil magique pour explorer les lieux et n'a rien trouvé d'étrange. Il commence à penser qu'ils sont peut-être en train de trop réfléchir. Alto croit toujours que quelque chose ne tourne pas rond. Une fille demande ce qu'ils doivent faire maintenant. Alto, Léon et Curie répondent qu'ils doivent attendre. On voit le quartier général principal du Cogno. Mena et Tyrius sont dans la tour la plus haute. Mena exprime son inquiétude de laisser les nouvelles recrues combattre des monstres, même s'il ne s'agit que d'illusions. Tyrius justifie que ce serait mieux que de rencontrer de vrais monstres et de perdre la vie. Mena remet également en question la décision de Tyrius d'assouplir les critères de sélection et demande ce que les supérieurs en penseront. Le capitaine matérialise une gemme flottante au-dessus de sa main. Il lui dit qu'il se fiche de ce que diront les supérieurs, qu'il assumera l'entière responsabilité. Grâce à la magie de Tyrion, le quartier général et ses environs sont entourés d'une lueur magique. Les spectateurs sont confus et effrayés. Pendant ce temps, un personnage mystérieux traque le quartier général, et il est fier que Tyrion ne l'ait pas encore détecté. Cet homme promet de donner aux nouvelles recrues plus que des illusions. Il se révèle être un homme aux cheveux longs, vêtu d'une tenue royale, et il s'entoure d'une aura rouge pour activer son sort. Quelque part, Alta retourne chez lui, dans son village natal. Il dort dans son lit tandis que Mei, inquiète, se demande quand il se réveillera. L'homme a l'air paisible pendant son sommeil. Mais dit à un homme d'âge mûr que c'est de sa faute d'avoir ordonné à Alto de ramasser des herbes dans une zone dangereuse. Alto se réveille et voit Mei, la fille est soulagée de le voir aller bien. Elle rapporte qu'il s'est endormi pendant 3 jours après être tombé d'une falaise. Alto dit à Mei avec tristesse qu'elle est censée être morte. Mais pense qu'il agit bizarrement à cause de sa blessure à la tête et demande à l'homme d'âge mûr un médecin pour l'examiner. Alto la supplie de l'écouter. Quelques minutes plus tard, Mei lui dit que l'homme d'âge mûr les a recueillis. L'homme d'âge mûr est blessé de ne pas se souvenir de lui, puisqu'ils ont formé une famille pendant 10 ans. Mei demande à Alto s'il va bien, mis à part sa mémoire. Alto regarde Mei, sachant parfaitement qu'elle est censée être morte et qu'il est censé être avec sa nouvelle équipe maintenant. Il transforme son doigt en une forme de monstre et confirme que c'est vrai. Mais suggère qu'ils aillent se promener pour aider à la se souvenir de leurs jours ensemble. En partant, l'homme d'âge mûr pleure car il se sent exclu. Mais montre à l'arbre où il est tombé quand il avait 5 ans. Elle montre l'endroit où elle a trébuché et comment il l'a rebouché pour elle. Elle lui dit que tous les soirs d'été, leur grand-père les obligeait à se promener avec lui et qu'il était toujours frustré par le processus. Alto continue de penser que cette illusion doit faire partie de l'épreuve de sélection. Il voit quelque chose au loin.
Il voit Gora avec un petit garçon. Il pense que Gora est toujours le même homme désagréable dont il se souvient. Il s'avère que l'homme qu'il connaissait comme un tyran propose de réparer la peluche du petit garçon. Alto pense que Gora doit s'être cogné la tête pour être aussi gentil, ce qui fait que Mei commente qu'il a toujours été un bon garçon. L'environnement devient soudainement sombre devant Alto. Ils sont dans un vide, mais Mei ne semble pas s'en apercevoir car elle continue de parler du village. Des mains se forment à partir du sol liquide et tendent la main vers Alto. L'homme est confus quant à ce qui se passe. Une chaise apparaît soudainement sous lui pour le forcer à s'asseoir. Une table à manger apparaît devant lui, remplie de nourriture, et Mei est à l'autre bout de la table. Alto trouve la nourriture étrange, car leur village était trop pauvre pour servir des mets aussi chers. Des villageois apparaissent, tous étrangement vêtus de vêtements luxueux. Un homme aux yeux inquiétants demande à Alto pourquoi il ne sourit pas. Des mains sortent de terre, encerclent Alto et tentent de l'attraper alors qu'il est dans un état second. Alto, hébété et confus, répond qu'il est heureux. Pendant ce temps, dans le monde réel, des oiseaux sont morts dans le dortoir, signe que quelque chose de sinistre et d'effroyable se produit. Un monstre au corps pourpre semblable à une vigne pousse dans les couloirs du dortoir comme un arbre mort à croissance rapide. Ses vrilles sont partout. Une main s'échappe de son emprise. Il s'avère que c'est Léon qui lutte pour s'en sortir. Elle réussit à s'échapper et tombe à terre. Elle commente que leur épreuve semble trop intense et que certains de leurs coéquipiers sont déjà morts. Il regarde tous ses coéquipiers enchevêtrés entre les vignes et pense qu'elle est dans un cauchemar. Elle voit Alto accroché à l'une de ses vignes. Elle dégaine sa lame. Elle la lance, brisant la vigne et libérant Alto qui dort. Il tombe par terre en conséquence. Léon va vers lui. Elle décide de libérer tout le monde d'abord avant de planifier la suite. Elle détache Alto. Il a l'air si inerte qu'elle se demande s'il a déjà rendu l'âme. Elle lui gifle pour s'en assurer. Frustrée, elle lui crie de se réveiller. Elle entend quelque chose derrière elle. Elle regarde derrière. Elle voit que les autres, toujours pris au piège des vignes, sont déjà aspirés jusqu'à devenir des momies. Le monstre grandit grâce à l'énergie qu'il aspire de ses victimes. Il forme son visage et ses bras. Elle voit que les corps des victimes sont déjà aspirés dans les vignes, les rendant plus grosses. Kira apparaît et dit à Léon que le nom du monstre est Shana. Il suggère que pour l'instant, il devrait courir au lieu de se soucier de la façon dont il est apparu dans leur dortoir. D'autres vignes bougent. Elle ligote Kira. Lan essaie de le rattraper, mais les vignes s'enroulent déjà autour d'elle. Plus elle lutte, plus les vignes resserrent leur étreinte. Pendant ce temps, Alto est toujours dans le monde onirique où Mei l'accuse de ne pas lui faire confiance. Elle le supplie de trouver du réconfort dans sa compagnie. Elle enlève son manteau, puis s'enroule autour d'Alto pour le séduire. Cela met Alto en colère, qui se transforme en son moi plus démoniaque. Il la griffe, maintenant pleinement convaincu qu'elle n'est pas son amour. La femme crie. Son bras droit sectionné est maintenant par terre. La femme lui dit qu'il va regretter ce qu'il vient de faire. Elle se transforme en un monstre aux dents acérées et a des dents encore plus acérées à la bouche de sa poitrine. Pourtant, elle a peur. Alto n'hésite pas à l'attaquer malgré son nouveau look effrayant. Elle implore sa vie. Alto l'achève, brisant le monde onirique. Dans le monde réel, son corps est consommé par les vignes du monstre ainsi que ceux de Léon et Curie. Curie peut à peine supporter la pression des vignes sur son corps. Ses yeux sont sur le point de noircir. Vaguement, il voit le corps d'Alto disparaître de ses entraves. Ses yeux se ferment complètement dans les ténèbres. Il ouvre soudainement les yeux et voit Alto sous sa forme démoniaque se rapprocher de lui. Les vignes lâchent Kira et Léon. Alto essaie de les rattraper avant qu'ils ne tombent. Il les pose par terre. Ker le remercie de les avoir sauvés. Alto leur dit qu'il n'y a pas besoin de le remercier. Il réalise finalement qu'il ressemble à un démon, ce qui choque les deux. Ils appellent sa forme un processus de démonisation. Alto réalise qu'il a été découvert. Ker panique car il est sur le point d'être mangé par lui. Alto leur dit qu'il n'est pas comme ça. Cela déconcerte les deux qu'il ait encore l'intelligence de parler. Alto se prépare à les combattre. Il en vient à penser que le chef de son village a dû avoir raison sur le fait qu'il ne serait jamais accepté. Les deux sont en alerte autour de lui. Kera s'approche de lui. Subvertissant les attentes, il enlace son genou et pense qu'il est cool sous sa forme démonisée. L'en regarde Kera avec honte et embarras. Alto est confus quant à la raison pour laquelle ils n'ont pas peur de lui. L'ayant dit que ce n'est pas pertinent pour elle qu'il soit devenu un monstre tant qu'il conserve sa conscience humaine. Ker est d'accord et continue d'embrasser son genou. Alto ne comprend pas pourquoi il n'essaie pas de le tuer maintenant, comme l'avait prédit le chef du village s'il était découvert. Lui dit que le chef de son village a raison. Beaucoup de ceux qui ont été démonisés dans le passé étaient connus pour être des imbéciles assoiffés de pouvoir qui ont semé la dévastation sur l'humanité. Cela a entraîné le meurtre de ceux qui ont été démonisés. Puisque son chef voulait seulement l'enfermer, Kara pense qu'il était plus civilisé que d'autres qui l'auraient tué à la place. Cependant, Kara veut quelque chose d'Alto en échange du secret. Il lui dit qu'il veut qu'il traque un chasseur de démons pour lui. Il le nomme le chevalier de la mort urdaine, une figure fantomatique avec un cheval noir aux yeux verts brillants. Alto accepte sa condition, croyant que ce serait une chasse facile. Alto demande ensuite à l'ayant quelle est sa condition pour garder son secret. La fille dit qu'elle n'en a pas. Elle dit seulement qu'elle le tuera s'il perd un jour son raisonnement humain. Alta répond qu'il accepte ses conditions. Ker reconnaît Léon comme membre des Criazés.
Alto demande ce qu'est Kriazé. Ker explique que c'est une ville à la pointe nord connue pour sa technologie de pointe et son taux de criminalité élevé. De nombreux citoyens y modifient leur corps avec des pièces robotiques. Léon explique que les modifications corporelles ne la concernent pas tant que la personne reste elle-même. Léon veut que leur conversation soit terminée car ils doivent encore s'occuper d'un monstre, Shanna. Ils se demandent ce qu'ils doivent faire pour la vaincre. Le trio entend des gens arriver. Il voit que des membres officiels de l'escouade Tyria sont venus à leur secours. Carrie est heureux de voir que de l'aide est arrivée. Les membres officiels demandent au trio de se mettre en sécurité pendant qu'ils s'occupent du monstre. Carrie pense qu'ils ont l'air compétents et badass. Alto décide qu'ils doivent suivre leurs instructions. Il ne réalise pas que les membres officiels sont déjà pris dans les vignes tandis que le trio s'éloigne. Derrière le trio, le monstre de vigne grossit grâce à ses nouvelles victimes. L'une des vignes fracasse une victime contre le mur. Le trio remarque enfin ce qui se passe. Alto, Léon et Kéré sont frustrés que le monstre soit imparable et qu'il grossisse. Les membres officiels sont maintenant devenus des momies. Shanna leur rugit dessus. Ils peuvent dire que l'ennemi devient de plus en plus fort. Kéré perd déjà espoir de survie. Il ne voit aucun moyen de s'échapper. Léon lui dit de se ressaisir. Des lianes arrivent pour frapper Kéré. Alto l'attrape avant qu'elle ne l'atteigne. Il tranche la liane à main nue. Alto est toujours déterminé à vaincre le monstre. Léon dit qu'elle va le rejoindre. Ils courent tous les deux vers le monstre. Kéru ne sait pas d'où vient leur bravoure. Il a l'impression que leur bravoure est vaine puisqu'ils vont tous mourir de toute façon. Il se lève, motivé à faire quelque chose pour leur situation. Ailleurs, d'autres membres officiels de l'escouade Tyria peuvent voir le noyau principal de Shona. Maïna essaie de trouver comment arrêter le monstre. Elle ordonne à ses hommes d'attaquer le noyau principal car c'est le point faible. Le noyau les sent. Il dirige ses lianes vers eux, mais Maïna matérialise une barrière magique pour les protéger. Un des hommes de Mena pense qu'elle se tue en utilisant de la magie qui est en dehors de sa spécialité de guérisseuse. Mena s'en fiche et continue sa barrière. Elle saute au sommet d'une des lianes de Shanna. Le monstre la sent. Les hommes de Mena repoussent les lianes avec leurs armes. Ils se disent de faire attention. Une liane frappe l'un d'eux. Elle l'attache, puis le laisse soudainement seul. Ils se demandent pourquoi elle cesse soudainement de l'attaquer. Ils réalisent que Maïna doit essayer de sceller le noyau du monstre, suspendant temporairement ses mouvements. Des orbes d'énergie apparaissent dans l'air. Alto, Léon et Kura reconnaissent que si Shanna absorbe les orbes d'énergie, elle sera trop puissante pour que Maïna puisse la sceller. Kura dirige ses deux coéquipiers vers les orbes. Ils réussissent à faire disparaître de nombreux orbes grâce au fil jaune magique de Léon, impressionnant de nombreux spectateurs. Kera voit les spectateurs. Il leur demande de l'aider à abattre autant d'orbes que possible. Ces hommes sont motivés à se battre. Ils éliminent autant d'orbes que possible avec leurs armes. Ils réussissent à arrêter le monstre, et ils l'attribuent à Mana qui a arrêté le noyau. Mana se sent mal à l'aise car le monstre a été vaincu assez rapidement. Shanna libère soudainement une énergie géante de son noyau. Cependant, les hommes ne sont pas découragés. Ils ont l'impression qu'ils peuvent tenir jusqu'au retour de Tyrion. Un homme est approché par une liane derrière lui. Sa tête saute soudainement à cause de la force de la liane. Shanna est redevenue active. Léon, Alto et Kera sont choqués de voir le monstre toujours aussi fort. Son visage et ses bras s'approchent du trio. Il s'attaque d'abord à Alto. L'un de ses bras pénètre dans le ventre d'Alto, Kara et Léon s'inquiètent pour lui. Alto ressent la douleur de sa blessure. Cependant, il s'accroche au bras, piégeant Shanna près de lui. Mena est près du noyau du monstre et craint que si elle brise son seau, il se déchaînera. Elle veut que ses hommes tiennent bon pendant qu'elle va vers les nouvelles recrues et les sauve. Les hommes insistent pour qu'elle attende Tyrion, mais elle y va quand même seule car il n'y a pas de temps à perdre. Pendant ce temps, Alto est toujours poignardé par le bras de Shanna, et il bloque le bras pour piéger le monstre près de lui. Il exige que le monstre ne s'approche pas. Alto dit à Léon et Kiris de laisser Shanna à lui pendant qu'ils détruisent plus d'orbes d'énergie. Alto tire le bras du monstre. Cela amène le visage du monstre à portée de main, lui donnant l'occasion de le frapper. Shanna riposte en lui saisissant la tête. Le monstre fait tourner son corps. Il lance Alto à travers la pièce. Il s'écrase au sol. Cependant, un soupçon de ses yeux déterminés peut être vu dans la fumée. Il vole rapidement vers le monstre, l'attaquant à grande vitesse. Il tranche la liane qui relie la tête et les bras de Shanna à ses autres parties. Léon et Kira regardent le combat et sont impressionnés par leur coéquipier. La partie supérieure de Shanna reste forte malgré sa séparation du corps. Léon et Kira reconnaissent que le monstre absorbe tellement d'énergie qu'il peut guérir les parties endommagées. Mena apparaît aux deux et leur dit de sortir de la zone. Elle les avertit que les monstres du niveau de Shanna dépassent leur capacité. Une liane essaie soudainement de la frapper. Alto, sous sa forme démoniaque, l'attaque avant qu'elle n'atteigne Mena. Elle demande si Alto est un ennemi ou un allié. Avant qu'il ne puisse répondre, il se précipite déjà vers Shanna. Mena s'inquiète du moment où leur capitaine viendra les sauver. Otto continue de combattre la partie tête du monstre. Il écrase sa tête. Cela le fait tomber au sol. Il revient pour affronter Alto à nouveau. Il le frappe, puis il le frappe à nouveau. Kara et Léon regardent le combat avec espoir. Cependant, Mena peut sentir que le monstre ne faiblit pas. Malgré cela, la tête de Shanna est déjà détachée de son corps. Alta s'inquiète d'avoir faim à cause du combat et de pouvoir perdre le contrôle.
Néanmoins, le corps sans tête bouge, des lianes semblables à des serpents poussent là où se trouvait la tête. Ces serpents forment une nouvelle tête verte, et elle continue de dire qu'elle a mal. Maïna analyse que Shanna a mangé trop d'âmes qui essaient de sortir du monstre. Alto sourit. L'eau lui monte à la bouche. Il est excité par l'opportunité de se régaler du monstre. Shanna le défie de dévorer son corps. Alto se précipite vers son visage. Le visage de l'homme s'approche. Alto pose les deux mains sur la nouvelle tête du monstre. Puis il la lui arrache du cou. Alors qu'il écrase le visage du monstre, celui-ci lui dit de s'enfuir. Il regarde la tête du monstre avec faim. Il prend ensuite une bouchée. D'autres visages apparaissent sur le corps, tous ressentant la douleur d'être mangés comme s'ils étaient connectés. La partie sans tête de Shanna est toujours debout. Pendant ce temps, Tyrius arrive sur les lieux. Il est déterminé à mettre fin à la situation. Tyrius est sur le point d'atteindre Alto tandis que la personne formée par le démon poursuit Shanna. Alto le voit arriver. Il tente d'attaquer le capitaine blond, mais Tyrius bloque son coup avec son épée. Alto ne peut pas s'approcher de lui en raison de l'habileté du capitaine avec la lame. Il saisit la lame. Alto hurle comme un animal hors de contrôle. Il a gagné assez de force pour briser son épée. Tyrion se prépare à frapper Alto. Ça touche. La force de laquelle conduit Alto à s'écraser contre le mur derrière lui. Pendant ce temps, Shona essaie de s'échapper pendant que les deux se battent. Il ouvre un portail pour que le monstre puisse entrer. Des fils de lumière se fixent soudainement au monstre. Il s'avère que Tyrion hisse Shona avec ses fils cramoisis. Cela donne au capitaine une chance de s'approcher du monstre. Il attache le monstre afin qu'il ne puisse pas s'échapper. Il ordonne à ses fils de se resserrer pour écraser la créature. Les multiples visages de Shon crient et luttent. Son corps explose sous l'étreinte. Il sépare les visages en individus qui rampent dans leur propre direction. Ils se dispersent sur plusieurs chemins. La vraie Shanna sourit à la pensée que le capitaine ne sait pas que les autres parties de lui qui essaient de s'échapper seules ne sont que des illusions. Le vrai lui est soudainement arrêté par le pied de Tyrion. Le capitaine l'attrape et lui dit qu'il connaît son petit tour. Il écrase le monstre jusqu'à ce qu'il explose. Les restes de la créature se séparent en gouttelettes qui touchent le sol. Tyrion se concentre ensuite sur Alto. Il s'avère qu'il a ligoté Alto avec ses fils. L'homme démon est toujours sans ses esprits et rugit comme une bête. Tyrionus voit à quel point il a l'air sauvage. Le capitaine active un sort qui place Alto dans un orbe bleu de lumière. Alto lévite dans l'orbe. Il regarde le capitaine avec mépris alors qu'il est enchaîné. Plus tard, un Alto endormi est traîné par le personnel médical pour le laisser se reposer. Alto peut dire que Mena et Tyrion ont discuté de la façon de le traiter en tant qu'homme démonisé. Quelques jours plus tard, Alto se réveille avec Kyra et Léon qui veillent sur lui. Il réalise alors que Tyrius et Mena sont également dans la pièce. Mena dit aux autres d'arrêter de se presser autour de l'homme faible. Alto demande s'ils vont cacher son identité afin qu'ils puissent utiliser sa forme démonisée contre les monstres. Tyrius confirme ses soupçons. Cela amène Alto à réfléchir profondément à ses options. Il répond qu'il a certaines conditions. Tyrius est tout oui. Il exige qu'en échange d'être leur lame démoniaque, ils doivent trouver un moyen de le transformer à nouveau en humain. Tyrius assimile ce qu'il dit. Il informe l'homme démon de l'endroit appelé Abyssal Ground. Alto est intrigué. Tyrion explique que les Abyssal Ground sont l'endroit où les livres les plus rares sont scellés et qu'il contient même des informations sur la transformation des monstres en humains. De nombreux monstres ont essayé d'entrer dans les Ground, mais aucun d'eux n'est revenu. Alto lui demande s'il y a un moyen d'entrer. Tyrius avertit qu'il perdra son humanité avant de pouvoir atteindre les Ground. Alto affirme qu'il ira quoi qu'il arrive. Tyrius craint qu'il n'ait de faux espoirs. Le capitaine menace de le tuer s'il devient un vrai monstre. Alto est heureux de l'entendre et commence à demander quand ils peuvent commencer à chasser les monstres et aller au Abyssal Ground. Tyrion voit à quel point il est impatient et lui dit qu'il commencera à s'entraîner dès qu'il sera rétabli. Il l'informe qu'il demandera aux anciens du conseil l'accès au Abyssal Ground. Tyrius dit que son temps est écoulé et qu'il doit partir. Il dit à Alto de se reposer. Avant de partir, Alto lui demande ce qui est arrivé à ceux qui ont été témoins de sa démonisation. Tyrius choisit soigneusement ses mots. Il regrette de l'informer qu'ils ont tous été tués par le monstre Shanna. Alto est attristé de l'apprendre. Le lendemain, Alto essaie de se lever. Ses genoux touchent ensuite le sol. Il ressent toujours la douleur. Kara et Léon entrent dans sa chambre pour le voir. Ils le voient accroupi par terre et peuvent dire qu'il n'est toujours pas en pleine santé. Léon essaie de s'approcher de lui. Keira s'y oppose et dit à la fille de ne pas le toucher. Une lumière dorée sort soudainement de la poitrine d'Alto. De la lumière apparaît une petite créature. Keira reconnaît la mignonne créature comme une pousse de Sophie. Alto est confus de savoir comment la créature est sortie de lui. Ker explique que lorsque Shanna est morte, elle a dû laisser une progéniture dans le premier hôte qu'elle a trouvé. Il lui fait savoir que le bébé est inoffensif et serait un excellent compagnon. Ker est excité car une pousse de Sophie vaut une fortune. La pousse voit la main de Carrie s'approcher d'elle. La créature saute alors de la main d'Alto. Elle s'enfuit ensuite. Carrie panique car la créature très chère s'enfuit. Il la poursuit. Alto et Léon regardent leur ami avec honte. Quelques jours plus tard, Alto rejoint Léon et Ker pour un entraînement en montagne. Ils font de l'alpinisme, de la randonnée et d'autres tâches difficiles. Au fil du temps, Alto réalise que l'entraînement ne vise pas seulement à les rendre physiquement plus forts, mais aussi à les souder en équipe.
Quelques jours plus tard, l'entraînement des trois en montagne se termine. Devant eux se trouve un trio. Cependant, ils réalisent que le trio qui devait les accueillir n'est qu'un présentoir en carton. Ils sont confus quant à ce qui se passe. Mena sort alors de derrière le présentoir et leur dit que c'était une farce. Les trois ne trouvent pas ça drôle et la regardent avec des visages déçus. Maïna leur dit de se détendre. Elle ouvre une porte géante et leur dit que leur véritable entraînement va commencer. À l'intérieur se trouve un royaume rempli d'armes. Elle leur dit que la leçon d'aujourd'hui consiste à trouver leur arme destinée. Le trio est émerveillé par la profusion d'armes. Ils prennent le temps d'examiner l'armurerie. Mena commence à expliquer. Elle leur explique que la puissance d'une arme est déterminée par la force, la technique et le pouvoir magique de l'utilisateur. En saisissant une épée flottante, elle raconte leur grande histoire, comment ils ont découvert comment imprégner les armes de pouvoir. Elle dit qu'ils apprendront non seulement à tuer des monstres avec elle, mais aussi à les sceller. Elle explique ensuite que même un enfant peut libérer une puissance inégalée tant qu'il choisit l'arme parfaite pour lui. Certaines armes peuvent même développer une conscience et un lien avec le cœur de l'utilisateur. Elle explique que chaque arme de l'armurerie est la meilleure de son genre et que chacune possède une conscience. Elle leur dit fièrement de choisir leur arme, de choisir leur destin. Le processus de sélection se poursuit et divers outils flottent autour. Alors que Kari tend la main, appelant son équipement destiné vers lui, il ouvre la bouche de surprise. Un objet énorme et lourd fonce dans sa direction, le frappant au visage. Bien qu'il soit projeté en arrière, il n'est heureusement pas blessé par l'impact. Manus dit que le tonneau est l'objet le plus distinctif de l'armurerie et la seule arme unique. Il peut être utilisé comme arme et équipement de tous les jours et peut augmenter le taux de réussite d'une invention. Le jeune homme le porte avec le sourire, heureux de son nouvel équipement. Fort de son succès, il est demandé aux deux autres de fermer les yeux. En essayant, suivant les ordres, les deux se concentrent fortement, laissant leur aura s'échapper. Bien leur en a pris, on les encourage à respirer profondément et à continuer. Avec cela, les épées au sol se mettent à bouger et flottent dans l'air. Ils restent calmes, appelant silencieusement l'arme destinée vers eux. Finalement, une épée s'approche de Léon, apparaissant dans un tourbillon d'énergie dorée. Le pommeau se place automatiquement dans sa main, et elle flambe de puissance, établissant le lien entre l'arme et le maître. Après quelques coups, elle semble assez satisfaite car elle est facile à utiliser et bien plus puissante que les autres épées. Alors que Mena la félicite, approuvant également le choix, Alto continue de se concentrer, certain d'avoir senti quelque chose plus tôt, mais incapable de le retrouver. Il appelle son arme à apparaître rapidement. Et comme il l'a voulu, la lame l'entoure et tourne autour de lui. La sensation est si intense et si rapide que Carus évite de justesse une épée qui fonce. Le tourbillon d'acier trempé tourne plus vite autour de lui, ressemblant à la flambée de Tyria autrefois. C'est alors qu'Alto se fige en sentant quelque chose de différent. Il tend la main vers une épée, ses mains s'approchant lentement du manche. Cependant, alors qu'il est sur le point de la saisir, les lames tombent au sol, toutes revenant à leur forme terne et minimale. Ils regardent tous avec confusion, et même le capitaine ne sait pas ce qui vient de se passer. Avec cela, il ferme les yeux pour réessayer. Une fois de plus, les épées au sol se mettent à trembler. Elles flottent dans les airs et autour du vide. Les choses semblent différentes, et les autres se demandent si cela va marcher cette fois-ci. C'est alors que l'équipement est aspiré dans le portail du vide. Alors que les nouvelles recrues ne savent pas ce qui se passe, Mena s'excite, étant la seule à comprendre la scène. Comme Alto possède déjà l'énergie de l'abîme, l'esprit de l'arme veut reconnaître son maître. Puisqu'un nouveau pouvoir a déferlé dans tout son corps, il est voué à entrer en conflit avec l'abîme qui est déjà en lui. Les êtres se sont affrontés à l'intérieur de son corps, provoquant une profonde bataille interne. Les autres sont empêchés de s'approcher et on leur dit que leur camarade récoltera de grandes récompenses s'il surmonte l'épreuve. À l'intérieur, l'esprit des armes et Kamiku se sont battus avec le Major faisant preuve de sa force écrasante. Très vite, il a pris l'esprit par la gorge et l'a dévoré tout entier. Alors que sa puissance pénétrait le corps du monstre, elle a également déferlé dans tout l'être d'Alto, le remplissant d'une énergie nouvelle. Le démon principal en lui a gagné, et il a maintenant deux sources de force. Les autres sont stupéfaits par son aura incroyable et lui demandent comment il se sent. Ce n'est pas une sensation terrible du tout, et il ressent plus de contrôle sur son pouvoir abyssal. Alors que les autres ont reçu des armes du vide, un changement physique a eu lieu sur son corps, et une lame sombre et acérée s'est maintenant étendue de son bras. D'un coup rapide pour essayer les choses, une déchirure sombre apparaît dans l'air comme s'il avait coupé l'espace lui-même. Quelque chose a cliqué à l'intérieur, et même ceux à l'extérieur de l'armurerie ont ressenti une étrange sensation qui leur rampait sur la peau. Pendant ce temps, l'intrus inconnu l'a également ressenti. Il voulait semer le trouble pendant l'absence de Tyrion, mais quelque chose de plus intéressant se passait. Les nouvelles recrues traînent des corps humanoïdes et sans vie sur le sol. Le visage exaspéré, ils jettent le tas dans la poubelle. Kari se plaint que Mena les oblige à nettoyer son laboratoire et les traite comme des esclaves. Depuis qu'ils ont choisi leurs armes, ils ont à peine plus de temps pour leurs besoins quotidiens. Besoins quotidiens. Comme Tyrius est absent, elle a été laissée responsable, et ils ne peuvent même se plaindre de rien. La plupart de leur temps a été consacré au nettoyage, mais Alto raisonne timidement que cela pourrait être un entraînement pour leur endurance aux nausées. Pendant ce temps,
d'autres membres de l'équipe à l'extérieur parlent joyeusement de tuer des monstres. En entendant cela, les trois sortent la tête du laboratoire et sont envieux de voir les recrues qui les ont rejoints en même temps qu'eux. Ils partagent un moment de silence, regardant la pièce sombre dans laquelle ils sont coincés. Avec un soupir collectif, Kira suggère qu'ils sautent leur tâche et partent en mission à la place. Bien qu'il y ait une légère hésitation, il est vrai que faire cela élargirait légèrement leur horizon. Devenant trop audacieux et plein d'espoir, les deux hommes commencent à partir et évitent leur tâche. Cependant, Mena est apparue à ce moment-là, exigeant de savoir ce qu'ils essayaient de faire. Si elle n'était pas venue leur livrer leurs uniformes, les recrues se seraient enfuies. Dans la forêt, divers monstres rôdaient sous le soleil brûlant. Avec eux, le groupe de 3 était en voyage avec du fret. Sur le chariot, ils ont pointé autour car c'est la première fois qu'ils sortent depuis longtemps. Ils voient une énorme créature ressemblant à un taureau, ce qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Liam s'excite alors qu'ils expliquent et prennent des notes sur un papier. Les deux hommes ont des approches différentes, Alto décrivant ce qu'il voit. D'un autre côté, Kara réprimande ses compagnons, disant qu'il pourrait facilement obtenir de telles connaissances en lisant des livres, mais il est rapidement interrompu. Le campagnard s'oppose à la prise de notes, disant barbarement qu'il préfère les goûter. Kira est agacé, mais refuser de les rejoindre le laisserait coincé à faire des courses au laboratoire. Ils ont été pris par Maena plus tôt et ont dû demander courageusement des missions de chasse aux monstres. Réprimandés pour avoir rêvé de telles choses alors qu'ils n'ont même pas fait leur travail, le trio s'est excusé. Heureusement, elle a compris la passion brûlante et la grande ambition des jeunes recrues. Ainsi, elle a soulevé une feuille de quête en disant qu'elle avait préparé quelque chose. Ils pensaient que c'était enfin leur chance, mais ce n'était qu'une mission de livraison basique. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient, mais c'est une nouvelle expérience, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec cela, ils ont traversé la forêt en transportant des fournitures médicales jusqu'à l'endroit désigné. Le voyage n'a pas cessé, et leurs corps ont bientôt commencé à... Enfin, l'ayant a attiré leur attention, pointant quelques mètres plus loin. Une petite ville est apparue dans leur champ de vision et un drapeau identifiant l'auberge de la ville de Juru. En regardant la carte, ils ont confirmé qu'il ne restait plus qu'une journée avant d'atteindre la ville de Jilu. Il reste encore beaucoup de temps avant leur échéance, alors ils décident de se détendre et de rester à l'auberge pour la nuit. Excités, ils pressent leur cheval et atteignent bientôt les établissements de la ville. À l'intérieur, deux hommes travaillaient bêtement dans une station vide, se plaignant que les ressources de la ville manquaient depuis des jours. L'autre homme y est déjà habitué, disant que c'est naturel car les gens sont au Chili pour le festival. Avec l'arrivée du trio, les aubergistes préparent de la nourriture avant qu'ils ne se reposent. Ils sont conduits dans la meilleure chambre de l'établissement où ils ont vu sur la ville. Cela dit, l'intérieur de la pièce est recouvert d'une épaisse couche de poussière. En ouvrant les fenêtres, Kerr est stupéfait par la vue, et il voit un horizon orange profond tandis que le soleil se couche sur la ville. La lumière dorée brillait sur leurs visages, et c'était une belle vue à voir. Considérant à quel point Alto est émerveillé, on lui dit qu'il s'évanouirait s'il voyait l'autre côté de la ville. Le monsieur je sais tout veut un peu se faire mousser et propose de l'éclairer. Il y a des années, un dieu démon déchaîné a fait trembler la terre, rasant la ville au-dessus du niveau de la mer. Poussant la terre vers le ciel, il a créé un paysage unique où désert et glacier coexistent. Avec un seul passage entrant et sortant, une histoire et une culture emblématiques sont nées. Cependant, chaque année, le jury démon s'agite, annonçant le printemps et la renaissance de la vie. Pendant cette période, les gens organisent des célébrations pour honorer les bénédictions de la bête et accueillir la nouvelle année. Après son agitation, le paysage change en fonction de son influence, affectant leur foyer pendant un an. Les aubergistes sont surpris par son explication, disant qu'il est vraiment bien informé et les encourageant à se joindre aux célébrations. Pour que cela se produise, ils ne peuvent qu'espérer que leur mission se déroule sans heurts. Se sentant optimistes, ils se reposent pour la journée, et la nuit arrive bientôt. Le trio dort profondément, mais la faible lumière de la bougie vacille soudainement, et l'Alto est réveillé par une brise étrange. Il trouve une armoire fermée au milieu de la pièce. Alors qu'il s'approchait, elle bruissa et trembla, le prenant par surprise. Les portes s'ouvrirent lentement et très légèrement. Cependant, il tombe sur une vue étrange à l'intérieur et voit un scorpion se battre contre une araignée. Le jeune homme tendit la main voulant regarder de plus près, mais il ne remarqua pas la présence rampant derrière lui. Avec un rugissement, la silhouette sombre attaqua, et l'auberge résonna bientôt de forts coups et fracas. Les aubergistes montèrent pour vérifier, dérangés par le bruit au milieu de la nuit. Juste à ce moment-là, le mur lui-même éclata, envoyant voler du béton et du bois. À l'intérieur, il voit Alto debout contre l'étrange silhouette. Le monstre tourne la tête en les remarquant, faisant hurler les hommes adultes et s'enfuir en hurlant de terreur, implorant pour leur vie. Cependant, une fois qu'ils sont partis, le demi-démon est content de ne plus avoir à se cacher. Il sort la lame de son bras, maintenant pleinement prêt pour un combat. Il chargea et déchaîna une rafale de coups, qui furent tous habilement bloqués. Alors que la bataille semblait mettre fin à l'impasse, les autres se réveillèrent à cause de l'agitation et demandèrent ce qui se passait. Il les avertit de ne pas baisser leur garde car l'ennemi était un adversaire coriace. Pendant ce temps, de retour à Newan, des intrus se sont frayés un chemin dans le château,
tuant plusieurs gardes au passage. Le maître aux cheveux noirs se tenait au-dessus des cadavres souriant de satisfaction. Un disciple demande ce qu'ils vont faire ensuite et on lui dit d'emmener tous les corps à quelqu'un dans la base de l'organisation. Il suggère de tuer les civils à la place pour minimiser les risques, mais le maître parle timidement, disant qu'ils n'ont rien fait, et que le massacre a clairement été causé par un monstre. Errant dans la ville, une bête a tué et mangé d'innombrables soldats, signalant les marées changeantes du pays. Le trio a continué son voyage, maintenant plus prudent puisqu'ils ont révélé leurs identités. Juste à ce moment-là, il voit un enfant tourner au coin de la rue, implorant d'être épargné. Un groupe de silhouettes à capuche était après lui, armé et sautant pour tuer. Trébuchant sur une pierre, le pauvre enfant tomba à plat sur le sol. Un homme ne manqua pas l'occasion et visa immédiatement à poignarder son cœur. Alto intervint juste à temps, bloquant la lame avec la sienne. Se renvoyant chacun en arrière, il exige de savoir pourquoi ils sont si cruels envers un simple enfant. Les hommes échangent des regards entendus, scrutant la zone, et voyant les autres membres de l'escouade prêts à se battre. Il fit le premier pas, balayant et disant aux jeunes recrues de se concentrer plutôt sur leur travail. Cela les met en état d'alerte élevé, se demandant comment les voyous sauraient qu'ils étaient en mission officielle. Alta était encerclé, et le garçon s'accrochait désespérément à lui pour se mettre en sécurité. Voulant tous les réduire au silence, l'ennemi attaqua, mais le demi-magiri était trop rapide et balança sa lame à son cou à la place. Se déplaçant plus vite que tous, le reste fut traité en un éclair sans même avoir besoin de l'aide des autres. Réalisant qu'ils étaient dépassés, les adversaires blessés levèrent les yeux en respirant difficilement et décidèrent de se retirer pour l'instant. Avec cela, ils disparurent en un instant. Tournant son attention vers l'enfant, Alto demande qui il est. Les autres s'ajoutent, demandant pourquoi il est ciblé et disant qu'il a dû traverser beaucoup de choses. À leur grande surprise, il est d'une manière inattendue hostile et repousse leurs mains inquiètes. Il leur crie qu'ils ne devraient pas poser de questions à moins qu'ils ne veuillent être tués. Le regardant courir vers d'où il venait, ils envisagent de poursuivre l'enfant, mais sont incapables de laisser leurs objets de livraison sans surveillance. En tant que tels, ils atteignent bientôt le poste de l'escouade d'exécution de la ville, livrant toutes les fournitures, les marchandises sont vérifiées et la mission est officiellement terminée. Juste à ce moment-là, ils entendent de l'agitation à l'intérieur. Un homme est battu et puni, on lui dit qu'il ne peut pas fuir les conséquences de ses actes. Marchant sur sa main, l'homme commandant exige de savoir où est leur jeune maître. Il a déjà tué la plupart de la famille d'Edra, et maintenant il veut s'emparer de la ville elle-même. Il ne se soucie pas de telles plaintes, ne craignant rien du tout. Des soldats apparaissent, s'adressant à lui en tant que leur capitaine, et on leur dit de forcer l'homme à répondre. Suivant ses ordres, ils traînèrent l'otage à l'intérieur. Pendant ce temps, les villageois regardaient avec horreur, incapables de dire quoi que ce soit contre le capitaine tyrannique. Alors que les gardes s'éloignaient, Alto remarqua un insigne familier sur leur taille. Se détournant, il dit doucement aux autres de suivre. Seul dans les bois, il suppose que le capitaine a en fait envoyé les hommes après l'enfant. La morale et le groupe s'affrontent alors qu'ils envisagent d'attraper le garçon, qui finira certainement par être tué. Juste à ce moment-là, ils entendent quelque chose cliqueter et se casser dans les buissons. Vérifiant cela, Alta relaie que ce n'est qu'un chat noir. Il se détourne, ignorant l'enfant disparu, se cachant accroupi. Il soupire de soulagement momentané, mais trouve les trois le regardant et lui souriant. Alors que le garçon reculait, ils essayèrent de lui conseiller de ne pas s'enfuir. Avec un sourire rassurant, ils insistent sur le fait qu'ils n'ont que quelques questions. En tant que tel, ils demandent d'abord qui il est et pourquoi les hommes du capitaine sont après lui. Frappé de peur, l'enfant implora la miséricorde, voulant être relâché. Juste à ce moment-là, ils entendent les voix d'hommes à proximité, cherchant visiblement toujours le garçon disparu. Il s'enfuit de peur, mais Alto l'arrête avant qu'il n'aille trop loin. Il supplie d'être libéré, disant qu'il ne peut pas être attrapé par ceux qui le poursuivent. Le membre de l'escouade refusa, et les gardes se rapprochèrent lentement de l'endroit où il se trouvait. Avec cela, le garçon résista et réussit d'une manière ou d'une autre à se libérer. Sautant en avant, il posa sa main sur le sol, et à cet instant, un immense cercle magique apparut devant eux. Une lumière bleue scintilla, et à leur grande surprise, ils commencèrent à s'enfoncer dans le sol. Bientôt, la moitié de leur corps furent submergés, et ils furent finalement complètement avalés. Entendant l'agitation, les hommes apparurent sur les lieux pour vérifier ce qui se passait, mais trouvèrent un espace complètement vide dans la forêt. Alors qu'ils continuaient leur chemin, ceux qui s'étaient enfoncés dans le sol tombèrent soudainement sur un sol dur et froid. Ils se retrouvèrent dans une pièce spacieuse, vide mais d'apparence étrangement royale. Voyant des portraits d'hommes adultes sur le mur, ils se demandèrent où ils étaient. Soulevant l'enfant, ils exigent calmement d'être éclairés sur la situation. Regardant de plus près les portraits, Léon voit des écrits sur les bordures et lit les noms des patriarches de la famille Edry. Il regarde les photos et les noms, les trouvant étrangement familiers. Finalement, l'enfant révèle que c'est Géra, son père, et l'ancien seigneur de la ville. Pendant ce temps, il est Blair, le troisième héritier de leur nom, qui est censé hériter du titre de son père. Leur famille a servi de protecteur de la ville, la gouvernant et la gardant pendant près de 500 ans. Puis la tragédie eut lieu.
Il y a 3 mois, les émeutes de monstres sont devenues fréquentes et de mauvaises décisions ont entraîné de lourdes pertes. En tant que tel, le commandant a été remplacé par Shen S, l'homme impitoyable qu'ils ont vu, qui a également réussi à calmer la bête émeutière. En termes de force, il est indéniablement un chef compétent, mais sa morale est plus que basse. Le pire, c'est qu'il est tombé sur la méthode secrète pour voler le pouvoir de la bête Jiru. Peu de temps après, il a organisé un coup d'État, blâmant les émeutes de monstres sur Jiru et tuant sa famille. Le reste de la famille Edger suivit bientôt, et Blair réussit à peine à survivre après que de gentils serviteurs l'aient aidé à s'échapper. Son histoire correspond aux expériences auxquelles il s'attendait de lui. L'explication terminée, le garçon commença à s'éloigner. Alto l'arrêta en disant qu'il ne leur avait toujours pas dit pourquoi il traînait encore. Texte. Pointant le passage devant eux, il dit qu'il va secourir quelque chose de piégé plus loin. À leur grande surprise, il dit que c'est la bête Jiru. Pendant ce temps, les aubergistes de tout à leur rapportent la rencontre avec le monstre qu'ils ont eu. C'était comme si 2 bêtes se battaient, et ils n'avaient aucune idée d'où cela venait. Shen regarde depuis son trône et demande s'il y a eu quelque chose de spécial ce jour-là, à part les monstres. Ils ne disent pas grand-chose, mais notent les 3 membres de l'escouade qui sont arrivés dans la ville. Le bruit initial venait de leur chambre, alors ils sont montés pour vérifier sans s'attendre à une vraie bête. Un garde déroule un parchemin montrant des portraits des 3. Il confirme l'identité des visiteurs, ajoutant qu'ils étaient les seuls à être entrés au cours des 3 derniers jours. De plus, ce sont eux qui ont sauvé Blair, qu'ils poursuivaient l'autre jour. Compte tenu de la gravité de la situation, Shen ordonne à ses hommes de les capturer. Se précipitant pour suivre les ordres, les gardes se sont déplacés immédiatement, mettant toute la ville en confinement juste pour capturer 4 personnes. Se déplaçant avec seulement quelques hommes l'accompagnant, Shen se dirigea vers un endroit secret et sortit un livre d'une étagère. Cela ouvre une trappe au sol, qui mène aux chambres de la bête Jiru. Ils descendent pour vérifier leur priorité absolue, mais sont confiants car suffisamment de protection a été mise en place. Pendant ce temps, Blair et les autres trouvent la bête entourée d'insectes tueurs. Ayant trouvé le bon endroit, les intrus approchent. Il y avait un énorme monstre au plafond, mais le vrai jury était derrière la porte. Le garçon avança courageusement, mais les membres de l'escouade sont entraînés et beaucoup plus prudents dans la façon dont ils gèrent de telles situations. Les voyant hésiter, Blair demande pourquoi ils ne suivent pas et se demande s'ils doutent de lui. Avec un sourire étonnamment rusé, il applaudit, signalant à quelque chose de bouger. Sur son ordre, les insectes tueurs furent soudainement en état d'alerte, les regardant avec hostilité. Avec cela, le trio réalisa qu'ils avaient été joués. L'ESM chargea à l'attaque, et le garçon se moqua d'eux pour avoir réalisé beaucoup trop tard. Alto affronta chaque insecte individuellement. Il invoqua les lames sur ses bras et sauta pour frapper en premier. Il en coupa plusieurs à la fois, les éliminant sans aucun problème. Cependant, la quantité pure le maintient suffisamment occupé pour que Blair s'enfuit seul. Avec eux là-bas, il peut facilement voler le pouvoir de Jiru. Cela dit, Alta n'était pas seul, et ses 2 camarades ont sauté pour combattre le morveux arrogant. À leur grande surprise, il réagit vite et agrippe la ceinture sur sa taille. Il l'utilise comme un fouet et envoie les 2 voler avec tellement de force qu'ils s'écrasent contre le mur au loin. L'affrontement solitaire les laisse gravement blessés, et le garçon révèle finalement que le corps de Blair n'est qu'un hôte. Il a pris le contrôle après avoir été tué. Ils ne sont pas de taille contre lui, qui a régné sur la ville en exterminant les démons pendant 50 ans. En entendant cela, ils ont réalisé qu'il est Jiru, qui a pris le contrôle de son fils. Il n'a aucun scrupule à ce sujet, disant qu'il a la pleine propriété du corps de son enfant. Traversant le passage, il les laisse s'occuper du monstre au plafond. Alto dit aux 2 d'aller après l'ennemi, tandis qu'il reste en arrière pour abattre le monstre. Les 2 partis, il attaque avec toute sa force, envoyant quelques coups au monstre. Cependant, cela rebondit simplement sur sa peau dure. Il s'inquiète car il n'y a même pas une égratignure de ses lames démoniaques. Évitant une autre attaque, le jeune homme se demande s'il devrait d'une manière ou d'une autre la tirer dans la pièce suivante. Regardant la porte, il pense à des moyens de réaliser ses plans. Il saute partout en essayant de rester en vie malgré tout. Pendant ce temps, Shen apparaît avec ses hommes qui sont surpris de voir les démons. Ils en déduisent correctement que Jiro doit l'utiliser pour retarder les membres de l'escouade. Alors qu'Alta faisait une pause, s'approchant de la porte, le commandant sauta soudainement après lui. Il tendit son fouet, qui s'accrocha au corps du jeune homme et le tira à nouveau au sol. Les 2 camps se sont affrontés, et la rage bouillonnait à l'intérieur du corps du demi-démon. Profitant de la distraction, le monstre attaqua, mais la peau auparavant impénétrable fut soudainement déchirée en 2. Avec une toute nouvelle forme démoniaque pour son bras, Alto tua la bête en un seul coup. Il regarda le capitaine avec des yeux sinistres, lui demandant s'il voulait vraiment être son ennemi. Toujours coincés dans la pièce, ils essaient de se dépêcher et de mettre fin aux choses alors que le 2e Edri approche de la bête Jiru. Comme par magie, le démon de l'autre côté rugit en bourdonnant de puissance. Les contraintes de temps ont continué à les presser, mais Alto dit qu'il a des coéquipiers de ce côté et qu'il les rejoindra bientôt. Alto tient la bête à distance avec un seul bras. La tenant fermement, il la claque sur le sol. Jiru est incrédule, exigeant de savoir comment il a brisé le champ de force.
Se tenant grand et fier, le jeune homme dit qu'il est bien trop plein de lui-même. Le meilleur se relève comme s'il ne subissait aucun dommage. Il se demande ce qu'il peut faire pour s'éloigner de l'impasse. Au moment où il a été mordu plus tôt, toutes les capacités qu'il avait dévorées auparavant ont soudainement éclaté. Fermant les yeux, il essaie de se concentrer et de sentir l'ennemi de l'intérieur. Serrant fort, il se souvient avoir senti la puissance déferler dans le bout de ses doigts. Réalisant quelque chose, il décide de faire sortir tout le monde en premier car il ne peut pas s'en occuper seul. Juste à ce moment-là, la bête chargea une attaque et tira de puissantes rafales d'énergie sur eux. Alto l'a affronté de front, et l'explosion a presque détruit toute la zone souterraine. Courant autour, la bête disparut bientôt dans la fumée de son attaque. Plus tard, le sol trembla à la surface, et tout le monde est choqué car la bête jurue émergea soudainement de la terre. Reconnaissant le puissant ennemi, certains sont restés pour gagner du temps, tandis que certains ont couru pour avertir les autres. Cependant, ils n'ont aucune chance contre le démon, qui a facilement traversé leur rang. C'est ridicule pour eux de penser qu'une simple chair humaine arrêterait d'une manière ou d'une autre un dieu déchaîné. Alto réapparut, remettant en question sa prétention d'être un dieu et souriant en le comparant plutôt à un tas de déchets. Insulté, Géru soutient qu'il a également volé le pouvoir des démons, il n'a donc pas le droit de juger.